Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Cryptonation, c'est Louis et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Il y aura peut-être aussi une vidéo technique qui devrait sortir, peut-être un peu plus technique. Pas une vidéo technique, mais une vidéo un peu plus technique qui sortira peut-être cette semaine. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire, malheureusement j'ai plein de choses à faire. Donc il y aura peut-être encore une autre vidéo qui sortira cette semaine. Mais pour l'instant, on est sur l'Hebdo Crypto. Donc, au niveau des marchés, très rapidement, par rapport au top 10, sur les 7 jours par rapport au marché, on a Bitcoin qui monte tranquillement, donc 5% sur les 7 derniers jours, donc là c'est tranquillement pour les cryptos, 5% sur 7 jours c'est pas mal, 3,79% pour Ethereum, Ripple, 30,49%, donc c'est plus la news de la semaine, je dirais, pour ce qui est des grosses cryptos. C'est au niveau de Ripple. Donc Ripple a pris 30% d'une semaine, c'est pas négligeable. À côté de ça, on a Bitcoin Cash qui souffre pas mal, puisqu'on a moins 16% sur la semaine. Donc là, c'est sûrement lié à ce qui va se passer bientôt, c'est-à-dire le fork de novembre. Donc ça va être intéressant de voir, avec le fork de novembre, si Bitcoin Cash peut trouver sa place. Puisque, avec le fork de novembre, on va avoir un Segwit 2x coin, on va avoir donc on va avoir deux bitcoins encore une fois, la même chose qu'avec Bitcoin Cash, sauf que cette fois-ci, effectivement, c'est une question de Segwit 2x ou Segwit normal. Donc on va avoir Bitcoin avec Segwit 2x. Le hard fork, le nouveau coin qui va être créé, c'est Segwit 2x. Segwit tout court, c'est le Bitcoin classique, on va dire. Segwit 2x, c'est une augmentation de la taille des blocs, de la même manière que Bitcoin Cash était une augmentation de la taille des blocs. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette solution de scalabilité, ils vont donc avoir, à partir de maintenant, deux solutions. Soit ils continuent à utiliser Bitcoin Cash, soit ils passent sur Segwit 2x. Et du coup, ils auront des blocs plus gros et en même temps, ils bénéficieront de Segwit. La question qui est derrière ça, c'est est-ce que, tout simplement, Bitcoin Cash peut rester pertinent avec l'arrivée de Segwit 2x. Donc pour l'instant en tout cas, on est sur une baisse assez forte cette semaine. Dans les 7 derniers jours de Bitcoin Cash, on va pouvoir surveiller ça également, comment ça se passe dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà pour ce qui est du marché, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Tether, on va en parler un petit peu après. Tether est stable, on est sur du 1$. Voilà, globalement il y a beaucoup d'altcoins qui souffrent en ce moment, parallèlement à l'augmentation du Bitcoin. Je ne vais pas aller plus loin. Pour ce qui est du marché, on va passer directement à la première news, ou en tout cas, premier élément. J'aimerais partager avec vous donc, cet article d'Alexandre Stachenko, en fait, enfin, pas de lui uniquement. Je vais vous partager cette tribune qui est co-signée par différents acteurs donc, de la communauté blockchain, dont Alexandre Stachenko. Mais il n'est pas seul, donc voici la liste des noms. Toutes ces personnes ont co-signé cette tribune. Et qu'est-ce que cette tribune nous dit? Cette tribune nous invite à s'interroger sur le phénomène des ICO actuels et surtout s'interroger sur la transparence. La transparence des différentes levées de fonds utilisant des tokens qu'on a en ce moment parce qu'il y a des points d'interrogation. Il y a des interrogations en tout cas par rapport à ces levées de fonds. On se demande quelque peu parfois quel est le sens réel de certains projets. Dans cette tribune, ils appellent à 3 types de transparence. Ils appellent à une première forme de transparence qui est la transparence de la technologie. Sur des technologies telles que Bitcoin, vous êtes censé être sur des technologies qui sont open source. Si vous êtes développeur, vous pouvez aller regarder le code et voir comment ça fonctionne. Vous avez des ICO, et donc il donne l'exemple de Dom Raider, où Dom Raider n'utilise pas de smart contract, et ne déploiera le smart contract qu'à l'issue de son ICO et non avant l'opération. Et il n'est pas possible de connaître en temps réel le montant de crypto-monnaie récolté par l'entreprise. Donc il y a une opacité au niveau de leur ICO, alors que normalement, on est censé avoir un smart contract que l'on peut aller lire, que l'on peut aller voir, et voir ce qui se passe, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que l'on obtient clairement du point de vue technologique. Un autre point, c'est le point de la transparence sur le rôle des advisors, donc les fameux conseillers. C'est un très bon point ici, parce que vous avez un business qui est en train de se développer en ce moment au niveau des conseillers. Le problème, c'est que vous avez un certain nombre de projets qui achètent des noms, qui demandent à des personnes de s'afficher en tant que conseiller du projet, alors que, en fait, elles n'effectuent aucun travail.
Elles se contentent simplement de mettre leur nom sur le projet. Et donc le rôle des conseillers est très flou. Et surtout pas forcément pertinent. Si vous donnez beaucoup d'importance aux gens qui conseillent les ICO, si vous donnez beaucoup d'importance au fait qu'une personne connue et qualifiée conseille une ICO, vous sous-traitez d'une certaine manière la recherche sur cette ICO et l'analyse du projet. Vous sous-traitez à cette personne l'analyse du projet. Ce qui n'est pas une chose que je vous conseille de faire. Notamment parce qu'effectivement, un certain nombre d'advisors n'ont pas fait de recherche approfondie sur le projet qu'ils supportent. Ils se contentent en fait de recevoir l'argent d'une certaine manière, mais ils n'ont pas effectué de travail d'analyse ou de recherche. Ils sont uniquement là en fait pour faire de la publicité au projet. Il faudrait, selon cette tribune, que l'on soit plus clair sur le rôle des advisors, qu'ils disent clairement ce qu'ils ont fait ou pas fait par rapport au projet. Enfin, transparence sur le rôle des agences de notation d'ICO. Alors bon, ça, c'est peut-être moins important, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Quand on affiche des scores, quand les projets affichent des scores sur leur page de levée de fonds, à quoi correspondent ces scores, comment ils ont été obtenus, quelle a été l'analyse qui a été effectuée par ces agences de notation. Donc, c'est un appel à la transparence qui me semble intéressant de relayer, parce qu'effectivement, on observe certaines choses qui ne sont pas forcément idéal dans le monde des ICO, et il est important que l'on s'autorégule, que chaque projet s'autorégule, et que l'on cherche au sein de notre communauté à s'organiser correctement, à faire en sorte que l'on ait de la transparence, et que l'on évite les choses trompeuses, que l'on évite les manœuvres qui induisent les gens en erreur, parce que sinon, la régulation risque fort de venir de l'extérieur. Donc il faut que nous autorégulons au sein de la communauté. Il faut que les projets d'ICO s'autorégulent de manière à fournir une meilleure information aux personnes, aux investisseurs et aux utilisateurs. Sinon, on va assister à de vrais problèmes. Donc, petite info statistique, on voit que les nœuds Bitcoin Core sont en augmentation. Probablement, alors on interprète ça comme on veut, hein, mais il est fort possible que ce soit à l'approche du hard fork de SegWit2x. Les gens commencent à se mobiliser un petit peu, et donc on a une augmentation des nœuds Bitcoin Core. Donc ça c'est intéressant. Donc les gens qui installent des nœuds Bitcoin Core, généralement bien sûr, enfin pas généralement, les gens qui installent des nœuds Bitcoin Core sont favorables au fait de rester sur la chaîne principale. D'accord, de rester, donc de refuser le hard fork de SegWit2x. Les gens qui installent des nœuds Bitcoin Core veulent rester sur la chaîne principale. Bitfinex a lancé donc le trading de contrats à terme, ou enfin d'un certain type de contrat, mais bon, on va dire contrat à terme, sur le prochain fork. Donc vous avez en fait la possibilité de parier d'une certaine manière. Alors je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais vous avez la possibilité de parier sur l'une ou l'autre chaîne. Les gens qui utilisent Bitfinex ont la possibilité de spéculer sur le résultat du fork. Donc en achetant à l'avance l'un ou l'autre fork d'une certaine manière. Donc pour l'instant, on en est là, c'est-à-dire qu'on est à 0,23. Donc le fork de SegWit2x a une valeur de 23% par rapport au Bitcoin actuel. Donc voilà, par rapport à ce qui est l'évaluation du marché, la valeur que le marché donne pour l'instant au fork de SegWit2x. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, vous pouvez aller vous renseigner un peu plus là-dessus. Dans les autres news de la semaine, parce que je vous parlais donc des nouveautés, tu peux aller voir, si tu n'as pas encore vu ma vidéo, sur les nouveautés que Metropolis va apporter à Ethereum. La première partie d'Ethereum, la première partie du fork de Metropolis, c'est Byzantium, comme tu le sais si tu as vu ma vidéo. Et on a, donc les développeurs d'Ethereum rencontrent quelques problèmes, puisque des gens cherchent à attaquer la testnet. Testnet, c'est le réseau sur lequel les développeurs peuvent faire leurs essais. Alors avec Ethereum, en fait, il y en a plusieurs de testnet. Et là, en l'occurrence, ils veulent utiliser une certaine testnet qui était potentiellement la plus adaptée. Et ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont subi des attaques de hackers. Tout simplement parce qu'en fait, la testnet est bien moins sécurisée que la mainnet. Hein. Donc la plateforme de test, la blockchain de test est moins bien sécurisée que la véritable plateforme. Tout simplement parce qu'il y a très peu d'intérêt pour les mineurs d'aller sécuriser cette chaîne-là. Donc elle est beaucoup plus vulnérable. Du coup, ça leur pose quelques problèmes dans leur test, mais ils précisent
que ça ne va pas les retarder, et que ça ne retardera pas donc l'arrivée de Metropolis, ce qui est plutôt bien. Sur Bitcoin.com, ils nous parlent de Tether, ils nous disent que les interrogations autour de Tether demeurent. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être quand même aborder un petit peu, à un moment donné, ce thème-là. Parce que j'ai déjà parlé du USDT sur ma chaîne, pas très fréquemment, mais j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc USDT, qu'est-ce que c'est? USDT, ce sont des jetons, des tokens sur la blockchain, qui représentent des dollars USD. Comment ça fonctionne? Pourquoi un jeton USDT est censé représenter un dollar USD? Eh bien, normalement, la compagnie Tether, qui a des liens avec Bitfinex, la compagnie Tether est censée avoir en réserve le même nombre de dollars USD que le nombre de tokens qu'elle distribue. Et de cette manière, elle garantit qu'un USDT vaut ou représente un USD. Évidemment, si Tether n'a pas en réserve le nombre d'USD que Tether prétend avoir, alors la valeur d'un USDT ne serait pas celle qu'elle prétend être. La valeur d'un USDT serait inférieure à 1 dollar. Donc, l'interrogation se trouve autour de ça. L'interrogation est de savoir est-ce que Tether a bien tout en réserve. Devant les accusations et les suspicions, Tether a publié un mémorandum dans lequel il montre, donc c'est Friedman LLP, donc une entreprise indépendante, qui est censée avoir audité les comptes d'une certaine manière. Et donc, ils ont publié ça pour rassurer les gens. Mais ça ne convainc pas tout le monde. Et donc, il y a notamment une personne qui s'appelle donc BitCryptoHead qui critique un petit peu ce rapport. Parce que il dit qu'en fait, ce rapport, comme le dit la compagnie, n'est pas un véritable audit. N'est pas un véritable audit, donc il n'est toujours pas satisfait. Et que c'est pas suffisant, en fait, que Tether publie ce mémorandum. Il faut aller plus loin, il faut avoir un vrai audit. Donc voilà. Donc, publication de ce rapport par Tether, mais les interrogations demeurent autour de Tether. Donc voilà, par rapport à ça, c'est pas forcément la peine non plus de diffuser la peur, l'incertitude et le doute autour des USDT. C'est pas la peine de paniquer, mais maintenant voilà, sachez qu'effectivement quand vous utilisez des USDT, c'est pas la même chose que des USD, c'est différent, et vous créez un risque de contrepartie, dans le cas où il se trouverait que Tether n'est pas en réserve les USD qu'il prétend avoir. C'est un risque, comme un autre, il faut le prendre en compte. Maintenant, ça reste quelque chose de pratique, et si vous comptez pas rester 6 mois en USDT, il n'y a pas forcément de raison de s'en priver pour l'instant. Simplement, il faut avoir conscience du risque, comme pour tout. Donc voilà. Pour ce qui est du USDT, pas de panique, mais il faut prendre en compte ces éléments. Voilà pour cette revue des différentes infos, actualités de la semaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt.